Enregistrement en date du 14 février de l'année 2023. Aujourd'hui, il va être question de nombreux sujets, dont notamment la notion d'égrégore. Ensuite, la question aussi, le sujet en fait des ovnis, qui est ressorti à ma grande surprise, là, entre autres, aujourd'hui dans l'actualité internationale. Il sera question aussi d'un rêve que j'ai fait, particulier la nuit dernière. Aussi, il sera question de la situation d'hypnose collective que vivent les gens dans les pays occidentaux en relation avec le conflit qui se déroule présentement depuis environ un an entre la Russie et l'Ukraine. Donc, et peut-être même d'autres sujets. Donc, j'ai plusieurs sujets que je veux aborder. Je m'en ai fait une liste sur papier dans les derniers jours et dans les jours récents qui ont passé, j'ai mis en ligne plusieurs enregistrements que j'avais fait au fil du temps avec différents invités. Donc, dans les années, entre autres, 2011, 2012. Mais au fil du temps, j'en ai fait beaucoup d'enregistrements. En fait, ce qui est arrivé, c'est que suite au décès de Sergio, donc Serge Poirier, la semaine passée, j'ai fait des recherches dans ma banque d'archives pour trouver une entrevue significative en relation avec lui pour lui rendre hommage. Et par la suite, en étant dans ma banque d'archives, j'ai tombé sur d'autres enregistrements que j'avais faits, entre autres une entrevue avec Jean Cazot, Charles Sabourin, Peter aussi, que j'avais trouvé mémorable. Et là, ce qui est arrivé dans les derniers jours, c'est que j'en ai remis en ligne et en fait, probablement que je vais aussi en mettre d'autres en ligne là, sur YouTube là, également dans les prochains jours. En fait, j'en ai plusieurs centaines d'enregistrements que j'ai faits au fil du temps. Mais en même temps, j'ai le goût de commenter aussi des sujets en relation avec la situation présente et l'actualité. Pas vivre juste en fonction d'enregistrements que j'ai fait dans le passé. Quoi que je pourrais passer probablement là, les prochains mois, les prochaines années à rediffuser du matériel que j'avais déjà produit. Au fil des ans, en fait, j'ai des enregistrements qui remontent. Probablement qu'à un moment donné, j'en mettrai là, depuis l'année 2001. On est présentement en l'an 2023 est enregistré cette capsule audio, donc ça fait environ 22 ans que je produis des enregistrements en relation avec la diffusion de la conscience, où j'aborde des sujets par rapport à ça. Donc, ça me rajeunit pas. Je suis rendu à 42 ans depuis quelques jours, étant donné que je suis du signe du Verseau sur le plan astrologique. Donc, je suis né au début du mois de février. Et puis, je regarde tout ce qui a été fait au fil du temps. Je suis quand même satisfait de ma vie dans le sens que j'ai pu actualiser mon concept, c'est-à-dire d'individus qui communiquent, qui véhiculent des informations dans le cadre d'enregistrement là, abondamment. Et bon, probablement que dans les prochains jours, je remettrai en ligne d'autres enregistrements, mais c'est parce que ça me prend naturellement du temps et de l'énergie, parce que quand que je mets des enregistrements en ligne pour le web, ben, je les réécoute. Puis en même temps, ben, c'est intéressant pour moi parce que ça me permet de voir où est-ce que je me situe actuellement là, par rapport à certains sujets. Et en même temps, ben, c'est sûr que je veux œuvrer à différents niveaux. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je prends la parole aujourd'hui. En fait, le sujet de la notion d'égrégore, je veux le définir dans ma compréhension que j'en ai aujourd'hui. Donc, l'égrégore, je vois ça comme étant un champ d'énergie. Et récemment, j'écoutais en fait un enregistrement que j'avais produit lors de l'année 2012 avec Charles Sabourin, qui réalise depuis plusieurs années des conférences sur le web qu'il diffuse sur YouTube. Donc, il en a encore fait récemment. Et dans le cadre d'une entrevue que j'avais avec lui, il avait été abordé la notion de champ morphogénique. Donc, c'est une notion qui a été publicisée, qui a été médiatisée, là, entre autres, par rapport aux travaux de Rupert Sheldrake,
qui est un scientifique européen qui œuvre dans le domaine de la biologie et qui formulait l'hypothèse qu'il existe un champ qui va interrelier des individus, dont notamment là, des animaux, par rapport à des êtres humains, entre autres. Là, je réécoutais l'entrevue que j'avais fait avec Charles Sabourin, puis il était question, par exemple, la personne qui a un chien et qu'au moment que la personne se met en action pour revenir chez elle, le chien simultanément va se diriger vers la porte pour accueillir son maître, comme si les deux étaient interreliés sur le plan psychique. Puis Rupert Sheldrake, dans une entrevue que j'avais écoutée il y a quelques semaines, mentionnait qu'il était possible qu'une femme qui allaite son enfant, elle serait tellement liée psychiquement à son enfant que dans certains cas, il était possible qu'elle connaisse une montée de lait au même moment que l'enfant se mette à pleurer parce qu'il a faim, qu'il veut avoir son boire, alors qu'elle serait séparée à plusieurs kilomètres de l'enfant. Donc, ça aurait été observé par rapport à cette réalité là, que, comment dire, un enfant et sa mère seraient très liés là, psychiquement là, par-delà l'espace et les distances, qui me fait penser beaucoup au concept en relation avec la physique quantique, naturellement d'intrication quantique. Donc, c'est sûr que par rapport à la notion d'égrégore, j'en viens à la compréhension qu'une réalité derrière ça. Et l'entrevue que j'avais fait, dans le fond, que Berthold, en fait, m'avait accordé il y a quelques jours, au début du mois de février, où on avait abordé, entre autres, la notion de l'Atlantide, m'a amené, dans le fond, à réévaluer ma vision de l'Atlantide, en fait, suite à l'interaction que j'ai eue avec lui. En ce sens que l'Atlantide a été un concept véhiculé beaucoup par le domaine de la nouvelle âge, les sciences occultes, l'ésotérisme. Mais en tant que tel, l'Atlantide, on fait allusion à une civilisation mythique au niveau d'un archétype, d'une représentation. Mais en tant que tel, la façon que je comprends le concept d'Atlantide aujourd'hui, c'est celui d'un égrégore, c'est-à-dire une structure énergétique qui est en relation avec l'accumulation de mémoires, de croyances, de gens qu'il y aurait une civilisation ancienne qui aurait existé. Et le simple fait que plusieurs gens ont nourri cette vision-là, c'est comme si on avait créé une masse d'énergie que des gens auraient alimenté, comme une espèce de nuage ou une espèce de cloud, si on emploie le concept en informatique, c'est-à-dire d'espace nuagique qui peut servir à y entreposer des données. Donc en anglais, on va parler là, de cloud, mais en français, on peut parler d'info nuagique. Bon, ben, c'est comme si on a créé une bulle, un peu comme une bulle immobilière, en relation avec le concept d'Atlante qui a été nourri par les individus qui adhèrent à certaines croyances nouvelles âgeuses, dont moi-même, je dois dire, là, depuis plusieurs années, mais là, j'ai changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, la façon que je vois l'Atlantide, c'est comme étant le fruit de croyances d'individus à l'heure actuelle en fonction du mémorial qui a une certaine densité, parce qu'il y a plusieurs personnes présentement qui nourrissent l'idée que la civilisation atlante a existé, mais le simple fait de croire à la civilisation atlante, qu'elle existait objectivement ou pas, peu importe le cas, c'est que le simple fait d'y croire ou de donner de l'énergie à ça, ça crée une espèce de champ d'énergie qui peut avoir une incidence sur des individus. Donc, un peu comme, par exemple, au niveau astrologique. Au niveau astrologique, il y a eu des changements par rapport aux planètes, dans le sens que l'astrologie, quand elle s'est développée, il y avait un certain contexte en matière de connaissances scientifiques. Et puis, il y a quelques années, on a déclaré que finalement, non, Pluton, c'est plus une planète, mais les gens qui vont faire, par exemple, des lectures du cartes du ciel vont continuer, dans certains cas, à interpréter Pluton comme étant la planète de la destruction, associée à l'énergie du plutonium, l'énergie nucléaire, la déconstruction de forme, l'éclatement, etc.
Donc, mais l'astrologie, la compréhension que j'en ai aujourd'hui, c'est que, en dépit que ça ne s'appuie pas sur une compréhension scientifique relative à l'astronomie contemporaine, ça demeure que effectif pareil en tant qu'égrégore, dans le sens que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de gens qui ont nourri l'idée que les astres vont déterminer les êtres humains en fonction de certains paramètres. Puis si on prend l'astrologie qui a été véhiculée en Occident avec 12 signes, là, le Verseau, le Bélier, le Gémeaux, etc. Donc le simple fait d'adhérer à ça, puis que les gens nourrissent une énergie par rapport à ça, ça rend le concept effectif. Un peu comme la nation des Atlantes, quelqu'un peut dire « je vais me brancher sur l'égrégore des Atlantes », la personne peut fermer les yeux, elle peut rentrer en état de transe, puis elle peut, pendant plusieurs heures, tenir un discours en lien avec l'Atlantide, en relation avec l'égrégore, mais c'est pas parce que la personne tient un discours par rapport à ça, un peu comme les vies antérieures, que ça veut dire nécessairement que c'est réel, naturellement. Elle peut se mystifier par rapport à ça. Donc, la personne peut être manipulée par des structures énergétiques qui vont la mystifier et qui vont l'amener à être parasitée quelque part de son énergie vitale, dans le sens que si elle soumet à certaines croyances. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, je me suis détaché aussi de la croyance en la réincarnation. Bon, au fil du temps, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec Berthold où le concept a été contesté par rapport à cette notion-là. Et c'est sûr que des fois, on peut avoir tendance à prendre des raccourcis, dans le sens qu'il y a plusieurs années, j'avais écouté, entre autres, un documentaire où il était question d'un jeune enfant qui disait qu'il se rappelait d'une vie antérieure où il avait été un pilote d'avion. C'est sûr que par rapport, ça a été documenté, puis il y a des faits qui ont été vérifiés, dans le sens qu'un jeune enfant à bas âge qui avait certaines connaissances techniques par rapport à l'avion, comme par exemple l'emplacement d'un réservoir à essence de secours en bas de l'avion, puis il y avait certaines informations très précises qu'il n'avait pas appris de ce qui était dit dans le documentaire des parents, etc., qui m'amenait à croire que ça pouvait être possible que l'âme ou l'ego se réincarne, mais en réalité, aujourd'hui, j'en vais à la conclusion que c'est un raccourci, que c'est pas nécessairement réel. Donc, l'ego va pas nécessairement se réincarner. Par contre, la mémoire du passé qui est enregistrée, un peu comme sur un cloud, si on utilise le concept informatique, donc d'infos nuagiques, c'est-à-dire que plusieurs ordinateurs peuvent avoir accès à la même information qui est entreposée à quelque part sur un serveur. Donc, quelqu'un... D'ailleurs, c'est la vision de l'évolution au niveau de l'informatique. J'avais déjà regardé les travaux de Michio Kaku, qui est un futurologue physicien. Et il avait écrit un livre et il disait « L'avenir de l'informatique, c'est pas compliqué, c'est que l'individu qui soit chez lui, à domicile, que l'individu soit en voyage d'affaires en avion ou qu'il soit en vacances dans un autre pays, peu importe l'endroit, il a accès à la même information. » Et le concept est le suivant, c'est que sur le disque dur des ordinateurs, au lieu que les données soient entreposées par rapport à une personne, c'est plus le cas, mais peu importe l'endroit où la personne est dans le monde, elle va utiliser Internet pour se connecter au serveur où toutes les données qu'elle va utiliser sont présentes à partir en fait, sont entreposées par un serveur, mais qui est accessible partout. Donc, peu importe l'endroit où la personne est, elle peut se connecter à la source ou au champ d'information. Et à ce moment-là, l'ordinateur, au lieu d'être un lieu de support d'information, c'est tout simplement une interface qui sert à se connecter. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, l'ordinateur d'une personne est détruit chez elle, à partir de l'ordinateur au travail, elle peut récupérer les mêmes données. Les mêmes données ne sont pas perdues parce qu'elles ne sont pas enregistrées sur le disque dur de l'ordinateur. Et si on fait la comparaison par rapport à l'être humain, c'est qu'au lieu que l'information soit mémorisée sur l'intellect, qui vaudrait au disque dur, dans le fond, de l'ordinateur individualisé,
sur l'interface, ben, les données sont sur le réseau, puis la personne a le mental vide, c'est-à-dire n'a pas les données entreposées dans son mémoriel, et elle fait tout simplement se connecter au réseau où toute l'information est là. Donc, en partant du principe qu'avec le Wi-Fi, donc l'Internet sans fil, on se connecte au champ d'information, un peu comme le champ morphogénique que je parlais de Rupert-Sheldrake ou de l'égrégore. Et là, toutes les données, naturellement, sont là. Donc, la personne soit au travail, qu'elle soit chez elle ou en vacances ou chez un ami, peu importe l'endroit dans le monde, elle peut accéder à toutes les informations en temps réel, en tout temps. Bien entendu, pour que ça soit possible, ça prend un serveur qui est efficace, qui permet d'entreposer beaucoup d'informations. Et c'est sûr que c'est un petit peu cette approche-là que je vois qui doit être abordée par rapport à la notion d'égrégore, que ce soit des informations en lien avec du mémorial qu'on va attribuer à la civilisation atlante, à l'astrologie ou même ce qu'on va appeler les vies antérieures. Donc, peu importe l'endroit dans le monde, quelqu'un a peut-être, a sans doute, en fait, la personne avait vécu, là, dans le cas du jeune enfant, là, c'est-à-dire qu'il y avait eu un pilote américain qui avait été dans le coin du Japon et avait, dans le fond, été là, puis il avait fait des missions militaires en avion. Et l'information est mémorisée, puis un jeune Américain peut connecter psychiquement à l'information, mais ça peut être quelqu'un en Chine ou un peu partout. L'information est là. Et l'une des idées de la physique quantique ou du champ où ce que les informations sont là, c'est que peu importe l'endroit, on peut avoir accès à l'information. Donc, et là, ça me fait penser naturellement au philosophe jovialiste André Moreau qui parlait que l'absolu est immanent relatif. C'est-à-dire que ici, c'est partout, maintenant, c'est toujours. Donc, le concept de l'absolu immanent relatif, c'est-à-dire que l'infini est au cœur du fini, où la totalité est dans chacune des parties. La réalité est fractale si on le prend autrement. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, peu importe l'endroit, on peut avoir accès à ce que certains vont appeler des vies antérieures ou de l'information sur des réalités parallèles, voire même des informations en lien avec des futurs potentiels et ainsi de suite. Donc, ça devient intéressant à étudier. Sinon, c'est sûr que par rapport à la notion de programmation et de système que j'avais abordé dans le cadre de l'entrevue de Charles Sabourin, qui m'avait accordé en 2012, que j'ai réécouté aujourd'hui, je trouve ça intéressant comme notion. Bon, j'avais déjà discuté avec Berthold abondamment là, de la notion de programmation, mais avoir une vision systématique ou systémique de la réalité, c'est sûr que ça me convient parce que au fil du temps, ce que je réalise, c'est qu'il y a des structures qui ont d'impact sur d'autres structures. Et c'est sûr que le piège qui guette tout être humain, c'est la tendance de faire de la projection, de l'anthropomorphisation sur l'horizon du monde et de personnifier des forces qui n'ont pas nécessairement lieu d'être dans une perspective animiste. Par contre, le point, puis là ça devient particulier parce que quelqu'un pourrait dire j'ai une vision systémique de la réalité, puis dans le fond tout s'explique avec des variables physiques, sauf que si on introduit le concept de champ morphogénique, il y a quand même une variable métaphysique qui est au-delà de la dimension physique qui a une incidence sur les individus, un peu comme vont le parler certaines personnes qui donnent de l'importance à la notion du champ quantique qui va influencer la réalité des individus. Et c'est dans cette perspective-là, entre autres, que je me suis intéressé au phénomène de la bénédiction, auquel va participer André Moreau, dans le sens qu'André Moreau, entre autres, va procéder en utilisant sa volonté à bénir, à investir conscience certaines choses, utiliser sa puissance, sa volonté pour orienter l'énergie dans une direction. Et je pars du principe que si on n'oriente pas l'énergie dans une direction, on peut être orienté ou manipulé par elle. Donc, c'est un petit peu comme la nature horreur du vide. Donc, pourquoi pas tirer profit de sa volonté pour orienter la réalité et comme on est séparé de rien mais différent des autres, de par notre ego. Donc, notre ego est différent de chaque autre ego qui existe parce que chaque ego est individuel. Par contre, on est séparé de rien de par l'existence du champ quantique, ou ce qu'André Moreau va appeler de l'absolu qui est immanent relatif. Ce qui fait en sorte qu'en réalité, on peut utiliser notre volonté pour influencer sur les composantes biologiques de notre corps. D'ailleurs, le phénomène de l'effet placebo en fait la démonstration, l'autosuggestion.
mais on peut avoir un impact aussi sur des individus à distance, comme l'a démontré Rupert Sheldrake, par rapport à l'incidence que peut avoir, par exemple, un maître par rapport à son chien. Puis il a fait différentes expériences qu'il a reproduites au fil du temps. Là. C'est pas juste un cas comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça et vont dire « Ah, c'est un cas anecdotique. » Ouais, mais au fil des années, il a fait plusieurs recherches avec plusieurs expériences, donc qui vont dans ce sens-là. Et c'est sûr qu'il y a d'autres découvertes, d'autres chercheurs, d'autres penseurs qui vont aussi dans ce sens-là. Fait que je trouve ça intéressant là, comme approche. Et par rapport à ce que je voulais aborder aussi aujourd'hui, je voulais aborder la question du phénomène OVNI dans un autre registre. Parce que en ce 14. Le 24 février, ça s'en vient, là, c'est dans 10 jours, parce que Richard Glenn parlait en lien, c'est sûr, avec l'annonce qu'il a faite là, depuis plusieurs années, en fait depuis environ 40 ans, que lors du mois de février de l'année 2023, qu'il allait avoir un rendez-vous particulier sur Terre, et étant donné qu'il mentionne avoir été contacté par les OVNI, qui lui auraient transmis l'information, de ce que j'en comprends, qu'il allait avoir un rendez-vous de l'humanité particulier. Eh bien, c'est sûr que par rapport à ça, ce que j'ai appris aujourd'hui à quelques jours, donc on est environ à 10 jours avant le 24 février 2023, j'étais tantôt sur mon ordinateur et j'ai été sur MSN. Des fois, on a des nouvelles. Et j'ai tombé sur cet article que vous pouvez retracer en tapant le titre là, naturellement là, sur Google. OVNI. Les États-Unis et le Canada en état d'alerte maximale après l'intrusion de 3 objets dans leur espace aérien. Que se passe-t-il? On parle d'OVNI au sens propre, objets volants non identifiés. Entre le vendredi 10 février et le dimanche 12, 3 de ces objets non identifiés survolent l'espace aérien des États-Unis et du Canada ont été abattus. Les autorités n'ont pour l'instant aucune explication. Ils n'excluent rien non plus, y compris l'hypothèse des extraterrestres. Tout est possible. Le mystère s'est épaissi lorsque, interrogé par un journaliste du New York Times, le général Glenn D. Van Herk, chef du commandement nord de l'armée de l'air américaine, a déclaré à propos de la possibilité d'une origine extraterrestre « Je ne peux rien exclure », mais des événements étranges dans un contexte déjà inhabituel. S'il ne s'agit pas de l'arrivée de petits bonhommes verts quelques jours seulement après que le président américain Joe Biden a ordonné l'abattage d'un ballon espion chinois, qui avait survolé les États-Unis. Une série d'incidents étranges ont commencé toutefois à se produire. Donc ça, c'était sur MSN, et tantôt, j'ai été voir des nouvelles sur LCI, qui fait de la diffusion web là, sur YouTube. Là. C'est une chaîne d'information là, française. Et il y avait une vidéo qui s'intitule « Les USA n'excluent pas que les ovnis abattus puissent être extraterrestres ». Alors ça, c'est la nouvelle du jour. Donc là, c'est sûr qu'il y a probablement des gens qui, dans le domaine de l'ufologie, vont être contents d'apprendre ce type de nouvelles. Et c'est sûr que je suis curieux de voir là, Richard Glenn, qui, à quelques jours avant le fameux 24 février 2023, là, c'est sûr que s'il apprend cette nouvelle-là, ben là, il va pouvoir faire le lien avec ses prophéties, dans le sens que c'est peut-être les extraterrestres qui veulent entrer en contact avec l'humanité. Il va peut-être soulever ça, je ne sais pas. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va dire, parce que là, on approche de cette date-là. Il a fait des annonces depuis environ 40 ans. C'est sûr qu'à quelque part, ça permet de garder le public en haleine, un peu comme quand on écoute un téléroman. Et on va nous annoncer que l'épisode final par rapport à une série est prévu pour une date donnée, ou même chose par rapport à un match de hockey où on sait qu'il va y avoir les éliminatoires, c'est à une date prévue. Et là, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passera pas. Mais qu'il se passe quelque chose ou pas, ben là, c'est sûr que si on parle que la possibilité, puis là, ça a été, j'ai regardé sur Internet là, les sources aussi, là, on parle quand même d'LCI, puis les questions
dans le fond, des autorités américaines qui n'excluent pas que... Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense en passant là, de l'hypothèse extraterrestre, là. Que ça a été des objets volants non identifiés qui ont survolé le territoire américain. Bon, je doute que ce soit vraiment des objets de nature extraterrestre, là, naturellement. En fait, la façon que je vois ça, c'est une opération un peu médiatique, là, parce que aux États-Unis, il y a une partie de la population qui s'intéresse à l'ufologie, qui sont fascinés par ça. Donc, ça va attirer leur attention sur, comment dire, les amener à regarder le phénomène des ballons sondes ou des objets comme nécessairement de sources extraterrestres, alors qu'en réalité, ça peut être de sources terrestres. D'ailleurs, je prends extrêmement au sérieux l'hypothèse qui avait été faite, entre autres, par rapport à la possibilité qu'il y ait une opération Blue Beam. Une opération où on ferait croire à l'humanité qu'il y aurait la menace d'extraterrestres. En réalité, ce serait des projections d'hologrammes ou des vaisseaux qui proviennent de la Terre pour amener l'émergence d'un gouvernement mondial, pour unir les gens des différentes nations, comme l'avait parlé Ronald Reagan alors qu'il était président des États-Unis dans les années 1980, en disant que si l'humanité était confrontée à une menace commune, une menace extraterrestre, eh bien là, les gens des différents peuples devraient faire fi de leurs différences, que ce soit des gens de la Russie ou des gens des États-Unis. Donc, c'était en période de guerre froide. Et dans la période présente, on est dans une période de tension importante entre les États-Unis qui vont soutenir l'Ukraine et la Russie, là, naturellement, qui cherche à prendre le contrôle en Ukraine. Donc, s'il y avait une menace commune, les gens feraient fi de leurs différences pour s'unir, pour y faire face. Donc, peut-être qu'on va jouer ce scénario-là dans les prochains jours pour un 24 février. On le sait pas. Donc, c'est sûr que quelqu'un pourrait dire « Ah, ben là, c'est les pointes de l'iceberg qu'on voit là, à travers les autorités publiques qui font ces allusions-là, mais il y a peut-être d'autres vaisseaux qui vont se manifester ou qui se manifestent discrètement là, dans les prochains, qui vont se manifester discrètement les prochains jours. Peu importe, mais moi, c'est sûr que par rapport à tout ça, je suis extrêmement sceptique. Premièrement, je mets aucunement le salut dans les mains des extraterrestres. Dans le sens que qui se présente ou pas le 24 février à la face de l'humanité d'une manière publique, là, pas juste au-dessus des États-Unis puis le Canada, mais au-dessus des différents pays. Donc, qui se présente ou pas sous la forme d'OVNI qui proviendrait d'eux. Moi, je m'en fous. Je mets pas le salut entre mes mains des extraterrestres parce qu'à ce moment-là, ça me garde dans un état de dépendance. Puis en même temps, je suis très sceptique sur l'origine, naturellement, là, de ces objets qu'on dit volants non identifiés. En ce sens que, si on prend par exemple la vague belge d'observation importante qui avait été faite en 1990 avec les ovnis en forme de triangle, avec 3 lumières proches de chacune des pointes du triangle. Bon, la façon que... Puis moi, c'est sûr que cette hypothèse-là, je la prends extrêmement au sérieux, c'est-à-dire la possibilité que ce soit tout simplement des engins gouvernementaux, expérimentaux, un peu comme des avions furtifs, qui ont fait des survols dans les années 1990, tout simplement dans le coin de la Belgique. Puis, dans le fond, c'est la possibilité que des gens ont été mystifiés par rapport à une technologie qui n'est pas rendue publique ou dévoilée de manière transparente à grande échelle. C'est une hypothèse que je retiens. Et l'histoire, là, présentement, là, du ballon là, qui proviendrait de la Chine, on a parlé d'un objet qui était de nature chinoise. Les autres, c'est comme pas clair, puis on pense que c'est peut-être extraterrestre. Bon, ça va chercher de l'attention de la population, mais ultimement... comment dire, je ne passerai pas plus de temps à discuter. Pour moi, c'est une perte de temps. Il faut s'occuper de notre vie, il faut s'occuper d'être bien dans notre peau. Puis par rapport à ça, je vois ça un petit peu comme étant superficiel. Par contre, ça peut être récupéré par certains mouvements sous-coupistes ou ufologiques.
pour nourrir leur dynamique. En fait, dans le domaine de l'ufologie, j'écoutais récemment une vidéo de Stephen Greer qui mentionnait par rapport, entre autres, à une vidéo qui avait été rendue publique par les autorités américaines il y a quelques années. Donc, le fameux ovni Tic-Tac qui fait des mouvements là, qui défient ceux qui peuvent être produits aujourd'hui par nos avions. Qui a été entre autres filmé là, par un pilote d'avion. Là. C'est un document officiel où les autorités militaires américaines reconnaissaient l'existence des ovnis. Là. C'est une vidéo en noir et blanc, puis on voit le fameux ovni Tic-Tac qui fait des mouvements étranges dans les airs. Bon, ben, il évoquait la possibilité que ce soit tout simplement des ovnis gouvernementaux pour attirer l'attention des gens sur ça. Puis les gens croient que ça vient d'autres planètes. Mais en réalité, les vrais ovnis qui viennent d'autres planètes, les autorités gouvernementales ne les montreront pas. Pourquoi? Ben pour orienter le discours en matière d'ufologie et l'attention des gens sur certaines choses. Alors qu'en réalité, il peut y avoir d'autres choses qui se produisent ailleurs. C'est un petit peu comme l'histoire qu'il y a beaucoup de documentaires ou d'informations pour les gens qui s'intéressent aux ovnis qui sont orientés tout le temps sur l'Area 51, la fameuse base 51 aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, Roswell. Bon, mais pendant que l'attention des gens peut avoir des intérêts sincères pour comprendre le phénomène ovni est orienté vers là, ben, il peut se passer autre chose ailleurs, puis ils ont le jeu libre parce que les caméras, l'attention, il y a même un musée d'ufologie dans le coin de Roswell où les gens vont là, un peu comme des gens qui font des pèlerinages, dans le sens, parce que quelqu'un qui fait un pèlerinage religieux, il va aller, entre autres, à Rome, aller à la basilique de Saint-Pierre, aller voir le pape s'il est chanceux. Et les gens qui font des pèlerinages dans le domaine d'ufologie pour les adeptes de culte succubitiste, ben, c'est d'aller faire au moins une fois dans sa vie un pèlerinage à Roswell où on dit qu'il y aurait eu un crash des atterrissements d'extraterrestres. Donc, on reproduit la notion du culte religieux à travers le culte ufologique pour détourner des gens à quelque part... les orienter vers une certaine vision de l'ufologie, mais en réalité, il peut se passer d'autres choses qu'on n'entendra jamais parler dans les médias. Et je trouvais ça intéressant que Stephen Greer aborde ça, qui est un ufologue américain. Et dans un autre ordre d'idée, des fois, je vis des surprises. Je me surprends moi-même. Il y a quelques jours, sur Facebook, j'avais mis en ligne l'enregistrement que j'avais produit au début du mois de février en compagnie de Berthold et quelqu'un avait inscrit en bas « Vive la Régence ». Il faisait allusion à la Régence planétaire et ce qui est monté en moi, là, spontanément, ça a été un état de colère intense. Et j'ai dit, la Régence planétaire, j'ai dit un propos, là, je ne me rappelle pas en détail, là, je n'ai pas à noter là, le détail de ce que j'ai dit, mais ça revenait à ceci, là, je m'en fous de la Régence planétaire. Dans le sens que le concept de Régence planétaire qui a été véhiculé, qu'à un moment donné, des gens intelligents vont gérer la Terre, si ça s'actualise, tant mieux, si ça ne s'actualise pas, ce que j'ai à m'occuper, c'est m'organiser, que ma conscience s'actualise dans ma vie de tous les jours et être bien dans ma peau. J'ai dit à la personne dans le message, ça revenait à dire, occupez-vous d'être bien dans votre peau, là, laissez faire la Régence, puis moi-même, je dois admettre que j'ai, un peu comme dans le passé, j'avais une curiosité pour l'Atlantide, une curiosité pour le phénomène extraterrestre. Bon, là, j'en ai parlé un peu parce que ça avait ressorti dans l'actualité, mais en tant que tel, par rapport à ça, la Régence planétaire qui a été abordée, entre autres, par rapport à... il y avait eu Bernard de Montréal qui a mentionné qu'à un moment donné, il y a du monde conscient qui va gérer la Terre. Si ça s'actualise, ça s'actualisera. Quelque part, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis détaché. Avant, j'ai de la curiosité par rapport à ça. Et il y a un élan, moi, spontané de colère que... Moi, c'est sûr qu'au niveau du plan éthérique, puis les êtres qui s'y trouvent, je suis dans un état présentement de très grande contestation. Contestation par rapport à la situation de déchéance qu'on connaît. Bon, c'est sûr que l'être humain, dans son inconscience, participe à ça. Je suis quand même pas stupide, mais à quelque part, il y a des forces, il y a des réalités qui cherchent pas à amener plus d'ordre qu'il en faut. Donc, à régler les problèmes. Fait que c'est sûr que le salut, à mon avis, puis plus que j'avance dans le temps, plus j'en viens à cette compréhension-là, ça viendra pas...
de l'étude des civilisations anciennes de l'Atlantide, de l'étude des extraterrestres, ou de la croyance ou de l'espoir qu'à un moment donné, une régence planétaire sur Terre. À mon avis, le salut ou la porte de sortie pour les individus de se sortir lui-même du marasme involutif, ça vient de lui-même, ça vient de sa conscience, ça vient de sa capacité à déployer lui-même son énergie à travers sa parole, son intelligence et sa créativité. Voilà. Le reste, c'est de l'ordre de la curiosité ou de l'info-spectacle. Donc, la régence planétaire, au moment où je vous parle, ne peut rien savoir. À quelque part, dans le passé, l'être humain a été berné par l'invisible, puis on nous a annoncé plein de choses qui ne sont pas actualisées, puis on est constamment manipulé. C'est sûr que cette situation-là me contrarie, puis je vois de plus en plus clair dans le jeu, puis je suis pas le seul aussi, là, dans le sens que je réalise qu'à quelque part, il y a des gens aussi qui saturent de ça. Donc, c'est un petit peu comme dans le domaine de la religion catholique. On disait aux gens, faut que tu aies une belle vie, puis si tu suis les règles, les préceptes, par la suite, tu vas te ramasser au paradis à la fin de tes jours. Tu sais, ton état va s'améliorer, mais à court terme, faut que tu te sacrifies. Et un peu comme dans l'esprit du jovialisme développé par André Moreau, ben, c'est ici et maintenant qu'il faut bénéficier totalement de notre auto-réalisation, pas attendre après le futur, pas attendre après la régence planétaire ni rien. Donc, bref, je suis détaché par rapport aux prophéties, puis je demeure quand même avec une curiosité personnelle pour voir qu'est-ce que va dire le Richard Glenn, qui depuis près de 40 ans annonce qu'il va se passer un événement de particulier le 24 février 2023. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va dire. Peut-être qu'il va dire que le rendez-vous s'est déroulé avec le phénomène extraterrestre, mais à une échelle intrapsychique dans le sanctuaire de l'oratoire de la personne, c'est-à-dire à l'intérieur de sa psyché, où les élus ont été contactés et ont reçu des informations qui ont été téléversées dans leur conscience, où des éléments leur ont été révélés en relation avec le phénomène extraterrestre. Il va peut-être sortir quelque chose comme ça, puis dire qu'il a fait un rêve conscient où il est entré en contact avec eux. Et il va dire, ben c'est là, le rendez-vous s'est fait et ça a été sur un autre plan de réalité que les gens, par décorporation dans le cadre de sorties hors corps, ce que certains appellent un voyage astral, se sont ramassés sur un plan de réalité en état de communion psychique avec le phénomène extraterrestre qui leur a permis d'avoir accès à des informations privilégiées et de voir plus clair par rapport à la situation terrestre, avoir accès à des informations qui vont permettre de mettre en place des nouvelles technologies sur Terre ou peu importe. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Je suis curieux. Voir qu'est-ce qu'il va dire là, par rapport à ça. C'est de la curiosité subjective. Ultimement, c'est pas de mes affaires. Mais sinon, ce qui est de mes affaires, par contre, c'est ma psyché. J'ai fait hier un rêve particulier en relation avec ce que je vous dirais un peu, le sentiment. En fait, dans mon rêve, je vais vous l'expliquer un peu. Ça fait... Comment mettre ça en contexte? Ben, dans le rêve, je suis en action. En fait, je suis amené dans un bateau avec une foule de personnes vers une île. Et le but de ça, c'est à quelque part de faire de moi un cyborg. Et on est dans une société technologique, c'est une société un peu plus futuriste que la nôtre et où règne l'agenda transhumaniste. Et l'idée, c'est naturellement d'en venir à une fusion entre l'être humain et la machine. Aujourd'hui, à l'époque actuelle, on parle entre autres avec Elon Musk du Neuralink. Donc, brancher les neurones humains à partir d'un système informatique et que l'être humain soit en réseau avec ce système-là de nature cybernétique. Un peu comme, tantôt je parlais de l'égrégore ou du champ morphique dont parle Rupert Sheldrake. Et là, ça serait l'idée que l'être humain soit connecté à une info nuagique qu'il met en relation avec un système qui le lie à l'ordinateur et l'intelligence artificielle. Et à travers mon rêve, c'est que j'étais avec un groupe d'humains qui sont fascinés par la technologie, acquérir de nouvelles capacités. Puis tout le monde embarque dans un bateau. Dans le rêve, je suis embarqué dans le bateau malgré moi. Je ne l'ai pas décidé consciemment. Dans mon rêve, quand je le vis avec un certain niveau de conscience, j'étais avec d'autres personnes dans un bateau, puis chacun, à tour à rôle, on est censé être modifié, en fait, entre guillemets, amélioré, entre parenthèses,
pour devenir des êtres humains 2.0 qui sont branchés à une technologie qui nous relie à un ordinateur et à quelque part nous donne la capacité, un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs on s'en va vers ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut discuter avec une application vocale liée à l'intelligence artificielle, comme par exemple Siri, avec un téléphone intelligent, l'ordinateur, un peu comme dans Star Trek, dans les films qu'on pouvait voir à la fin des années 1960, le capitaine Kirk disait ordinateur, il posait une question, l'ordinateur lui donnait la réponse. Et aujourd'hui, on est rendu à ce stade-là, sauf que là, ça deviendrait intrapsychique, c'est-à-dire que l'interface cerveau-machine serait tellement perfectionnée que la personne, dans le fond, elle pourrait parler à voix haute si elle le désire et poser la question à la machine, puis il y aurait une voix dans la tête qui lui donnerait accès à l'information qu'elle a besoin parce qu'elle serait connectée au réseau Internet et dans le fond, la machine pourrait épuiser l'information requise que la personne demanderait en temps réel. Bref, j'étais dans un bateau, puis là, j'étais supposé aller là dans mon rêve. Et dans le fond, j'étais sceptique. Je discutais avec d'autres personnes aussi sur le bateau, puis on nous amène vers là. C'est comme trop beau pour être vrai, etc. Puis tu sais, c'est quoi l'impact à moyen, long terme de tout ça? Puis c'était comme tout était orienté, que cette technologie-là, c'était parfait. Donc, et j'étais pas à l'aise avec ça, puis dans le fond, le bateau se rapprochait, etc. Fait que j'étais avec d'autres personnes, puis on n'a pas voulu aller là pour être modifié, etc. Et il y avait comme un petit groupe qu'on s'est comme parlé, puis dans le fond, par la suite, au lieu d'être... parce que dans le fond, les gens allaient là comme si c'était une base volontaire. Là, les gens se faisaient vendre leur rêve. Puis c'est ça, quand je me suis éveillé dans mon rêve, c'est-à-dire que j'étais avec d'autres personnes, on dirigeait vers là, on était comme sur le pilote automatique, comme sous l'hypnose de masse, pour aller vers cette direction-là. Et je discutais avec des gens, puis il y avait comme un questionnement critique qui s'opérait. Puis quand il est venu le temps d'aller de l'avant pour aller sur l'île où il y avait des laboratoires pour se faire modifier, j'étais réfractaire à ça. Et le bateau, en fait, il y avait plusieurs bateaux, là. Je dis des bateaux, c'est un peu comme dans Star Wars, c'était des véhicules de transport qui se déplaçaient au-dessus de l'eau. C'était pas trempé dans l'eau, il flottait au-dessus de l'eau. Il y avait comme un espace et il touchait pas à l'eau en réalité. Puis il y en avait plusieurs qui allaient vers l'île, puis ensuite ils repartaient pour aller chercher d'autres personnes au niveau de la civilisation pour les brancher en réseau. Et moi, dans le fond, clandestinement avec d'autres personnes, on était repartis vers la civilisation de manière subtile. Et on était comme de manière discrète là, dans des bateaux qui repartaient pour aller chercher d'autres personnes. Et toutes ces opérations-là étaient automatisées en relation avec une intelligence artificielle. Il n'y avait pas vraiment de surveillance ou il n'y a pas eu de garde qui nous ont arrêtés ni rien parce que les gens étaient tellement hypnotisés que c'était comme rendu à un stade que c'était peu ou pas concevable qu'à la dernière minute, les gens qui allaient se faire implanter la technologie refuseraient. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle on restait dans le bateau, un peu comme quand on fait du ski alpin, on a le choix à un moment donné, pour les gens qui en ont déjà fait et qui ont embarqué sur un siège, sur un téléphérique, de descendre puis emprunter la piste de ski de ski alpin, et de la descendre en ski, ou au contraire, la personne reste dans le siège puis elle retourne en bas de la pente en restant dans le monte-pente. Et nous autres, c'est un petit peu le même principe. On a resté tout simplement dans le bateau qui repartait d'une manière automatisée. Et par la suite, dans le fond, ce qui est arrivé dans mon rêve, c'est que je suis retourné vers la civilisation, mais au moment où je suis retourné par rapport à une grande ville, là, j'ai vu, ça a été un peu le choc que j'ai vécu quelques secondes, puis après ça, je me suis réveillé. Ça m'a créé une espèce de choc que j'ai été confronté à une masse d'êtres humains qui étaient tous, dans le fond, les gens dans le silence, avec plein d'implants électroniques, notamment par rapport aux yeux. Il y avait comme une lentille qui leur permettait d'avoir accès à des informations sur le web ou qui pouvaient voir avec les yeux une espèce de réalité augmentée. D'ailleurs, présentement, on parle du métavers. Mark Zuckerberg, qui s'occupe de Facebook, vise naturellement à développer et à implanter une interface qui ferait en sorte qu'on serait dans un environnement immersif, ce qu'on va appeler une réalité augmentée.
où la personne aurait un avatar, puis elle serait là-dedans. Puis là, je retournais vers la ville, puis il y avait plein de personnes avec, sur les yeux, une espèce d'interface au niveau électronique qui les connecte en réseau, et les gens ne se parlent plus. Les gens ne se touchent plus. Ils sont comme tous, chacun individuel dans des bulles. Et quand j'ai eu cette vision-là, ça m'a comme créé un effroi, puis ça m'a saisi. C'est comme si j'avais échappé à me faire implanter. Je retourne vers la civilisation, je me ramasse avec une masse d'individus implantés, puis ils sont tous hypnotisés par le programme informatique qui les influence, là, naturellement. Ils sont tous conditionnés par rapport à ça. Et c'était comme si je retournais vers la civilisation, c'était un peu comme un choc de réalité que là, les gens sont pris là-dedans. Puis là, moi, je ne retournerai pas à l'île par la suite. Fait que là, je me suis comme réveillé. Ça m'a comme créé un choc. Puis là, par la suite, m'est venue l'idée parce que j'avais écouté une émission de radio où il était question qu'autrefois, dans les écoles, là, sur l'heure du midi, donc là, les gens, les jeunes étaient dans la cafétéria, il y en a qui se mettaient à crier, ils parlaient entre eux, il y en a qui jouaient au ping-pong, il y avait différentes activités. Dans mon temps, en tout cas, c'était le cas. Quand j'étais au secondaire, mais ça remonte à plusieurs années, alors qu'aujourd'hui, les jeunes sont tous avec des téléphones cellulaires. Puis il y a peu ou pas de bruit. J'ai écouté une émission de radio, puis il disait c'est incroyable, il y a plusieurs centaines d'élèves dans un espace commun pour manger, une cafétéria, et ils sont tous dans le silence, sont tous absorbés par la technologie individualisée, et dans le rêve, c'était cette réalité auquel j'ai été confronté. Une espèce de masse d'individus qui sont tous fascinés par la technologie et sous son influence. Et c'était comme un choc de réalité. Puis dans le rêve, ça me ramenait au sentiment, depuis que je suis jeune en fait, d'être différent des autres. Le côté marginal qui fait en sorte que, quand que j'ai des invités, il y en a plusieurs que j'apprécie, là, interviewé à plusieurs reprises, que ce soit Berthold ou Mona. Tu sais, c'est des gens qui vont penser en dehors de la boîte. Puis j'étais comme ça, en fait, depuis mon passé. Puis le rêve, tu sais, dans le rêve, finalement, je me ramasse dans une situation, je me pose des questions comme dans la réalité, où est-ce qu'on m'emmène en bateau dans une direction malgré moi. Je réalise que ça fait pas sens par rapport à moi. Sur mon parcours dans le rêve, il y avait des gens avec qui j'ai discuté de tout ça. On était un petit groupe de personnes, peut-être une quinzaine de personnes. Puis finalement, il y a des gens qui n'ont pas voulu sortir de l'île ou rester dans le bateau pour aller dans l'autre direction pour retourner vers la civilisation. Fait que je me suis ramassé avec quelques individus. Mais il y a toujours ce sentiment-là qui m'habite dans le rêve, mais qui m'habite depuis mon enfance dans la réalité, que la société est comme pris dans des structures, des formes, puis comment dire, il y a peu ou pas de personnes qui remettent ça en question. Des fois, on peut tomber sur une personne, donc depuis quelques années, j'ai fait plusieurs entrevues, entre autres avec Berthold, qui a un esprit très critique, très contestataire, mais un petit peu, d'ailleurs, c'est sans doute une dimension que j'apprécie chez lui, là, son côté de pas adhérer, dans le fond, à une programmation de masse, là, comme beaucoup de personnes, pas acheter non plus le discours là, qui nous est présenté par les médias. Et c'est ce que je vise à faire, entre autres, à travers mes enregistrements. En fait, par rapport à la question de la guerre en Ukraine, donc ça fait près d'un an là, que ça court. Et là, ce que je réalise, c'est que l'hypnose de masse permet de justifier, légitimer une escalade que probablement que plusieurs Canadiens qui m'écoutent n'auraient jamais accepté autrement. Donc, on est rendu à un stade qu'au Canada, dans les derniers jours, 4 chars d'assaut de type Léopard 2 ont été, dans le fond, transportés en avion du Canada pour être remis aux autorités militaires ukrainiennes. Donc, le Canada s'engage dans un effort militaire en soutien à l'Ukraine, en leur fournissant des chars d'assaut. Dans ma vie, là, en relation avec un conflit armé, là, c'est la première fois que je vois ça là, d'une manière ouverte, transparente comme ça. Là. Donc, le Canada a été réputé longtemps pour faire de l'aide humanitaire et moi, j'ai pas vu personne là, dans les médias là, remettre ça en question, l'implication du Canada par rapport à l'Ukraine, parce qu'après un an de conditionnement,
où on a désigné dans les médias, depuis le début du narratif qui a été implanté dans la psyché de tout le monde, que, à quelque part, les Russes, c'est des agresseurs qui envahissent l'Ukraine et les Ukrainiens sont des pauvres victimes qu'il faut supporter et qu'il faut prendre parti pour eux. Ce discours polarisé, ben, j'ai l'impression qu'on est rendu dans un stade où ça devient normal d'envoyer des chars d'assaut, ensuite la possibilité qu'il y ait des missiles de longue portée, ensuite des avions de chasse, ensuite des sous-marins et peut-être, pourquoi pas, tantôt demander la bombe nucléaire aux autorités ukrainiennes. Et je ne serais pas surpris que des gens disent c'est de la légitime défense pour les Ukrainiens, ça a bien du bon sens. Donc, les gens sont hypnotisés et ça a été de même depuis... en fait, le début de l'histoire de l'humanité, des rapports de domination et de pouvoir sont en relation avec la capacité de l'être humain de croire. Et qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? C'est que moi, en tant qu'individu, et c'est mon privilège, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais des enregistrements avec une certaine intensité, c'est de dire que, dans le fond, présentement, et depuis un an, moi, par rapport à la nature du conflit qui se déroule, à la différence des autorités canadiennes qui prennent parti pour l'Ukraine, moi, je demeure neutre. Donc, c'est sûr, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont Ukrainiens ou qui connaissent la famille en Ukraine, bien entendu, je suis pas d'accord que ces gens-là soient attaqués par des missiles par les Russes. Par contre, le point, c'est que puis que les Russes puissent, que des gens en Ukraine qui veulent se séparer de l'Ukraine soient attaqués par des autorités ukrainiennes, je suis pas d'accord non plus. Comme le soulève Anne-Laure Bonnell, qui, elle, c'est une journaliste indépendante qui, dans le fond, a véhiculé des vidéos, elle a véhiculé des images avec comme de quoi que les forces ukrainiennes auraient attaqué une partie de la population dans l'est de l'Ukraine qui veut se séparer et que les Russes, à quelque part, ont voulu reconnaître l'indépendance de ces zones, qu'il y aurait eu des référendums, comme de quoi qu'ils voulaient se séparer de l'Ukraine, et les Russes auraient prêté main forte aux gens qui auraient été victimes de forces ukrainiennes. Et ce volet-là du discours, on l'entend depuis environ un an. J'ai jamais entendu parler de tout ça sur les ondes de TVA, Radio-Canada, Anne-Laure Bonnell. On n'entend pas parler de ce journaliste-là, naturellement, ou de gens qui auraient des propos qui vont dans ce sens-là. Un seul discours règne, un discours monolithique, qui conditionne les gens. Donc, les gens en Occident, on est hypnotisés en général. Et il n'y a pas de débat sur la légitimité de la guerre. Et moi, c'est sûr que si je fais une entrevue avec un invité, je vais me permettre, s'il en a envie de discuter sur la légitimité de toute cette guerre-là. Les questions fondamentales, est-ce que c'est intelligent ou pas que le Canada ou la France s'impliquent dans le conflit? C'est des questions à se poser. Moi, je me permets de tout remettre en question, dans le sens que, à la différence des médias de masse, ils peuvent faire un débat, ils peuvent dire, est-ce que le Canada s'implique assez pour soutenir l'Ukraine face à l'agresseur russe? Donc, on voit que tout va être orienté. Est-ce qu'en plus des 4 chars d'assaut, on devrait en envoyer d'autres? Est-ce qu'on devrait envoyer plus de formateurs? Est-ce qu'on devrait envoyer des munitions? Là, je voyais récemment qu'il était question qu'il pourrait manquer de munitions. Donc, tu sais, on va orienter le débat dans la perspective que c'est légitime que le Canada supporte l'Ukraine, qu'il prenne parti dans une certaine façon. Donc, et à ce moment-là, il n'y a pas de remise en question à savoir est-ce que c'est légitime ou pas de participer à cette guerre-là, que ce soit d'une manière implicite ou explicite. Je vous dirais qu'on pousse l'implicite très loin. Là, quand on est rendu qu'on envoie des chars d'assaut, c'est très proche d'une implication directe. Là, en tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça va donner, mais par rapport à ça, ça se fait pas dans les médias de masse. Et c'est sûr que qu'est-ce que j'ai à offrir à travers mes enregistrements, entre autres, c'est la possibilité de discuter de sujets qui se parlent pas ailleurs par rapport à l'Ukraine. Donc, trouver un journaliste présentement dans un média officiel qui remet en question le bien fondé de soutenir l'Ukraine par rapport à l'opération militaire qui se déroule sur son territoire.
que ce soit sur TVA, Radio-Canada, là, qui le fait d'une manière ouverte et explicite. À date, j'en ai pas vu depuis environ 1 an. Et moi, je me permets de remettre en question tous les narratifs, dont naturellement le narratif transhumaniste qu'on cherche à nous présenter comme étant la voie de salut de l'humanité et la nouvelle utopie. Donc, à une époque, l'utopie que les médias nourrissaient ou que les gens, en fait, nourrissaient, c'était l'idéologie communiste, que ça améliorait le sort de l'humanité. Et là, on est rendu avec l'utopie des mondialistes du Forum économique mondial, où ce que tout le monde ne possédera rien, mais tout le monde va être heureux. Donc, une forme de communisme 2.0, mais à la source technologique en relation avec les découvertes relatives à l'intelligence artificielle, le transhumanisme, donc mis en relation, où ce que l'être humain est prolongé à travers le cybernétique ou le web pour en faire un être 2.0, entre guillemets, un être amélioré, mais qui peut être détérioré psychiquement dans sa capacité d'autonomie à mesure qu'il va fusionner avec la machine. Donc, c'est ça. Sinon, l'automne passé, j'avais remis en question la notion des changements climatiques. Donc, est-ce que réellement, présentement, parce que souvent les médias vont partir de la prémisse qu'il y a des changements climatiques, c'est causé par l'être humain, puis si vous remettez ça en question, vous nous retardez pour mettre en application les mesures pour lutter contre le changement climatique. C'est vu comme le débat, une perte de temps, que c'est solidement établi, plein de spécialistes, mais ce qui est curieux, c'est que dans le passé, il y a déjà eu des changements climatiques, c'est-à-dire que des réchauffements de la Terre, des aires glaciaires, des fluctuations de température significatives qui marquent différents terres, il y en a eu. Donc, c'est pas juste lié à l'activité humaine. Et moi, je me permets de tout débattre. Je vise à avoir une certaine indépendance. Et c'est un petit peu la démarche qui m'habite, puis le fait aussi que je vais mettre en ligne certaines entrevues qui vont présenter une vision différente des choses que ce qui nous est présenté un petit peu partout. Et sinon, ce que je voulais aborder aussi aujourd'hui, c'était, dans le fond, étant donné que je m'occupe, en fait, ça fait à peu près 2 mois là, que ma fille est née, puis je m'occupe d'elle. J'ai fait des observations quand même intéressantes, là, ouais. C'est que l'être humain, en naissant, c'est un être extrêmement sensible. Probablement que ma fille a une meilleure capacité d'audition que moi, puis aussi, naturellement, mes parents, qui sont ses grands-parents. Parce que l'audition, c'est quelque chose qui se dégrade au fil du temps. Donc, des petits détails, comme par exemple, si je fais la vaisselle, puis un peu des claquements des assiettes l'une contre l'autre, ça peut la réveiller, puis elle peut se mettre à pleurer. Puis les enfants sont très sensibles aux sons qu'ils peuvent entendre et ou à l'environnement. Tu sais, on fait juste déshabiller ma fille pour lui donner le bain. Dans les premiers jours, elle se mettait à pleurer avec intensité. Là, c'était comme une agression, le contact de l'eau. Pourtant, on mettait de l'eau tiède. Là, on mettait pas de l'eau froide, de l'eau glaciale, là, mais même de l'eau tiède. C'était vécu d'une manière extrêmement agressante par rapport à elle, ou tout simplement enlever le pyjama pour changer sa couche, donc lui retirer les vêtements, le contact de son corps par rapport à l'air ambiant, c'était vécu par elle comme une forme d'agression. Elle se mettait à pleurer, puis, ou quand elle a faim aussi, c'est extrêmement intense. Et tout ça, ça me fait voir qu'il y a un différentiel de sensibilité entre ma fille. Là, aujourd'hui, c'est sûr que ça va mieux. Là, on change de couche, elle pleure moins, elle va prendre son bain, elle pleure moins. Comme ça s'habitue à l'environnement extérieur de l'utérus où elle se trouvait là, lorsqu'elle était dans le ventre de ma compagne. Mais sinon, je regarde les choses d'une perspective qu'on est dans une période de grande dénaturation. Il y a quelques minutes, je parlais de la dénaturation que l'être humain pouvait connaître à travers la technologie qui les mettait en contact avec un réseau lié à l'informatique pour en faire, en guillemets, un être amélioré, mais extrêmement dénaturé par la technologie. Mais quand je regarde la réalité où ce que je suis, c'est que par rapport à l'origine de l'humanité, puis les êtres humains qui vivaient sur Terre pendant des millénaires, depuis l'ère industrielle, depuis environ 150 ou 200 ans, notre mode de vie est extrêmement dénaturé. Dans le sens que, je vous donne un exemple concret, comme je regarde ça, puis d'un côté, ça me fait mal au cœur, mais en même temps, c'est une réalité, c'est-à-dire que ma fille, on consomme beaucoup des couches jetables.
Je vais même discuter avec quelqu'un qui vend des couches lavables. Il me dit, regarde, tant que l'enfant n'a pas 3 mois, je te conseille pas d'investir de l'argent, de dépenser de l'argent pour acheter des couches lavables, étant donné que l'enfant change trop entre 0 et 3 mois. Donc, perds pas de l'argent par rapport à ça. Par contre, entre 3 mois et 2 ans, si tu veux acheter des couches lavables, là, ça vaut la peine parce que il y a moins de changements significatifs. Et les couches peuvent être ajustables aussi pour une grande taille. Fait que là, me ramasse acheter et jeter par la suite naturellement des couches jetables en grande quantité. Puis je me suis dit, pourquoi que l'enfant porte des couches? Bon, pour éviter qu'il fasse ses besoins, dans le fond, sur son lit, ou quand on prend l'enfant dans ses bras ou par terre. Or, dans le passé de l'humanité, des êtres humains vivaient nus, et quand ils avaient envie de déféquer ou uriner, naturellement, l'enfant qui n'est pas éduqué à se retenir, ben, il faisait ça par terre. Ensuite, le jeune enfant, s'il il était taché par rapport à des excréments, ben, il allait, des fois, il pouvait être lavé dans une rivière avec de l'eau, tout simplement. Il n'y avait pas de couche. Et comme il n'y avait pas d'utilisation de couches jetables, ben, ça faisait moins de pollution là, par rapport à ça. Il n'y en avait pas. Et les excréments qui étaient produits par l'être humain, ben c'est biodégradable. Là. C'est pas comme des couches que ça peut prendre une grande période de temps là, avant que ça se dégrade dans l'environnement. Mais c'est notre mode de vie. Avec le temps, la grande critique que je fais fondamentalement à notre civilisation, c'est notre mode de vie où qu'on est déconnecté de nos origines. Moi, je suis né au Québec, qui est un lieu où la température peut être très froide l'hiver. On parle, d'ailleurs, il a fait moins 40 là, il y a à peine quelques jours, avec le facteur vent. Donc, une température de moins 40, il faut être à l'intérieur. Et pour être à l'intérieur, ben, si on a un enfant, ben, c'est sûr qu'on va lui faire porter des couches parce que il ne dira pas d'aller faire ses besoins à l'extérieur comme un chien. Donc, il y a tout un contexte qui amène l'utilisation de couches. En fait, ce que je voulais dire par rapport aux couches, d'un côté, je trouve ça inintelligent d'utiliser une grande quantité de couches jetables parce que ça fait de la pollution. Là. Ça fait plusieurs jours que je remplis des poubelles de couches. Mais en même temps, j'ai pas vraiment d'alternative compte tenu du contexte. Puis, quand je regarde ça, normalement, je serais pas supposé de vivre au Québec parce que la température est très froide. Dans le passé, où on n'utilisait pas massivement l'électricité, ben, ça serait un lieu qui serait peu ou pas habité. Ce qui serait comme plus logique, c'est que l'être humain vive en zone tempérée ou en zone chaude. Et puis quand je regarde la cause des maladies contemporaines, comme par exemple l'obésité, ben, je vois ça comme un mot de civilisation, c'est-à-dire depuis l'ère industrielle, on a accès à de la nourriture en grande quantité. C'est sûr que l'être humain étant programmé, par exemple, pour manger de la nourriture sucrée, si on crée un contexte où ce qui est sucré, parce qu'on est conditionné à aimer ça, parce que dans un passé lointain, c'était rare, puis pour des raisons de survie, c'était comme logique qu'on aime le sucré, parce que ça nous permettait de faire des provisions de calories, pour faire face à des périodes de disette. Donc, comme les chasseurs-cueilleurs, ben, c'est sûr que s'ils ne mangent pas à tous les jours, puis la personne, elle aime le sucré, puis elle accumule des calories, ben, c'est intelligent parce que ça lui permet de faire des réserves par rapport aux périodes où elle a moins accès à la nourriture. Mais dans un contexte où la production industrielle et la nourriture est produite en grande quantité, ben, c'est sûr que d'avoir accès à plein de calories puis manger beaucoup sucré, ça occasionne des problèmes de santé, les problèmes d'obésité morbide, etc. Ou d'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont dire qu'il y a une épidémie d'obèse en Occident, mais c'est lié à ça. Et la grande dénaturation qui est vécue par les individus est liée au fait que l'être humain est programmé pour vivre dans un contexte qui n'existe pas présentement, qui n'existe plus en fait. Donc, comme autrefois, il y a 20 000 ans, les gens ne s'entendaient pas dans des salles d'entraînement comme aujourd'hui parce que les gens qui faisaient, par exemple, de l'agriculture ou de la chasse, ils bougeaient, ils se dépensaient physiquement. Donc, il n'y avait pas besoin de compenser un manque d'activité parce que la personne passait son temps devant l'ordinateur à travailler, à faire du télétravail ou à regarder des films. Donc, c'est un contexte différent. Donc, l'être humain a été développé, bâti dans un contexte qui n'existe plus, mais il a été, comment dire, toute l'infrastructure biologique, psychologique est en relation avec ça. Ce qui fait en sorte que, comment dire, on est dans une situation de dénaturation
Et la situation de dénaturation est en voie de prendre un autre volet avec l'introduction rapide des nouvelles technologies. Et c'est sûr, si la personne en bas âge, elle passe son temps sur le téléphone intelligent, puis elle ne bouge pas physiquement, ben, il y a des bonnes chances qu'elle développe des problèmes de santé liés à une trop grande sédentarité. Bref, la façon que je vois ça, il faut être critique par rapport à notre civilisation, la technologie, puis être capable de tout remettre en question. Comme le concept de réincarnation par rapport auquel j'ai adhéré pendant plusieurs années, ou le concept de l'existence de l'Atlantide, que je trouvais intéressant parce qu'entre autres, Bernard de Montréal en a parlé abondamment, notamment dans le cadre de ses entrevues avec Richard Glenn au début des années 1980. Il donnait beaucoup de crédibilité à ce concept-là, dans le sens qu'il revenait souvent. Aujourd'hui, je regarde ça, je dis, ouais. Puis, au fil du temps, j'ai toujours attendu des preuves significatives de l'existence de l'ancien continent et des preuves d'orthodoxe de l'existence de civilisations anciennes. Bon, l'existence de civilisations anciennes, si on en a, là, des vestiges, que ce soit des temples, là, des pyramides, t'en as en Afrique, t'en as en Égypte, là, naturellement, là, mais t'en as en Amérique du Sud, puis là, il y a des pyramides similaires, puis il y a une partie d'Amérique du Sud qui peut être s'emboîter par rapport au continent de l'Afrique, ce qui fait qu'on peut émettre l'hypothèse qu'il y avait un continent unifié dans le passé. Mais c'est sûr que parler de la civilisation ancienne ou tout simplement du passé, ça peut être un lieu de mystification, une perte d'énergie inutile. Mais si on a utilisé de l'énergie puis on a constitué un égrégore, j'aimais bien la démarche d'André Moreau, philosophe jovialiste, que lui, il a voulu nourrir l'égrégore des jovialistes en faisant entre autres des séances de bénédiction le jeudi midi. Et par rapport à ça, pourquoi pas mettre en place une structure énergétique qui nous avantage. Donc, l'individu, si le champ morphogénique que je parlais tantôt existe en lien avec les propos de Rupert Sheldrake, la physique quantique, il y a une vision métaphysique aussi du monde, eh bien, pourquoi pas utiliser ça à son avantage, ce qui fait que je vais me permettre de m'adonner parfois des sessions de bénédiction, bénir ma santé, bénir mon intelligence, c'est-à-dire l'investir de mon énergie pour la faire croître. Donc, on peut investir un paquet de situations. On peut bénir sur l'abondance de l'infini et c'est sûr d'agir en conséquence naturellement là, en faisant une gestion efficace, par exemple, de son argent en période de récession ou d'inflation. On n'est pas encore, au moment où je vous parle, là, en période de récession officielle ici au Canada, mais depuis les derniers mois, il y a beaucoup d'éléments qui indiquent qu'on se dirige vers ça. Mais avec le temps, je suis emmené à une compréhension. Ouais, c'est ça, qu'il y a beaucoup de concepts abstraits. J'ai voulu comprendre c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, l'ajusteur de pensée, le double, Dieu, quand j'étais plus jeune. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est toutes des formes de structures. Puis, en même temps, j'aurais pu tout délaisser ça puis dire, je deviens athée. Hein, il y a juste la matière qui existe. Mais mon expérience puis mon vécu d'expérience à caractère qui est au-delà du physique ou paranormal m'a amené à des considérations métaphysiques. Fait que là, je vais à œuvrer en relation avec une compréhension de la réalité où ce que les êtres sont interreliés, mais en visant de créer une épuration conceptuelle pour pas projeter des croyances sur l'horizon du monde. Bien qu'à quelque part, d'avoir certaines croyances, ne serait-ce qu'au niveau de l'effet placebo, ça a une certaine incidence, ça a un certain impact. Donc, quelqu'un peut prendre, par exemple, un médicament, puis s'imagine que c'est un agent qui est actif, alors que c'est pas le cas, et la santé de la personne peut s'améliorer par la suite. Pourquoi? Parce qu'il croit à l'efficacité d'un élément actif, alors que en réalité, la personne peut prendre des pilules, puis c'est juste du sucre. Il n'y a pas d'élément actif qui va favoriser, par exemple, son sommeil, mais la personne, ça croit que ça favorise son sommeil peut être amélioré pendant la nuit là, suite à ça. Donc, bref, tout a là un impact, à mon avis. Et là-dessus, je complète cet enregistrement. Là, c'est sûr que j'ai été dans plusieurs directions aujourd'hui, là, mais j'en viens à l'utilité pratique d'une compréhension métaphysique de la réalité en relation avec des vécus que j'ai déjà eus. Là. Par exemple, je pense à quelqu'un, la personne m'appelle, qui me ramène au principe qu'il y a un champ de réalité. Donc, dans mon cas, je me code au niveau énergétique. Il me représente mentalement comme étant en santé, comme étant heureux.
Et je vais coder aussi mon logement comme étant un lieu où l'énergie est agréable, que c'est une énergie qui favorise ma santé, mon sommeil qui va être régénérateur. Dans le fond, se représenter aussi comme étant capable d'avoir accès de plus en plus d'intelligence au fil du temps, être capable de plus en plus d'avoir une compréhension précise de la réalité, ça peut être des éléments qui peuvent être utiles pour s'avantager. Puis, s'installer dans un état de paix, dans un état de bonheur, être libre de l'esprit de la recherche. Dans le fond, avec le temps, je me sens plus proche aussi des taoïstes qui vont dire que, à quelque part, tout est là. C'est comme André Moreau qui disait, ben, vous pouvez initier ici maintenant de toute l'autoréalisation de votre être. Donc, c'est tout simplement ça que j'en viens à la conclusion. Il ne faut pas chercher le salut à travers se libérer du karma pour plus avoir à se réincarner dans un futur lointain, ou le salut à travers l'extraterrestre, ou la régence planétaire, ou ces choses-là. Ouais. Donc, sur ces considérations, Joe Badaudère est heureux maintenant en me codant et en codant aussi le champ morphogénique ou les égrégores d'énergie, parce que l'être humain peut être manipulé malgré lui par des champs d'énergie qui l'échappent, qui l'aliènent, un peu comme la foule qui était en espèce d'état de transe lorsqu'elle voyait Adolf Hitler tenir un discours, puis les gens dans la foule se mettaient à se mettre à applaudir, ou si on pense aux Beatles, ce groupe de musique qui a marqué l'histoire du rock'n'roll, où il y avait des femmes là, qui devenaient hystériques là, lorsque elles assistaient à un spectacle du groupe des Beatles, là, donc, et pourquoi que ça arrivait? C'est parce que l'égrégore d'énergie créait ça. Mais il peut y avoir une structure d'énergie qui influence différents individus, mais l'individu peut influencer la structure d'énergie aussi à un certain niveau. Naturellement, un individu seul ne pourra pas modifier une structure énergétique qui implique des millions d'individus, dans le sens que s'il y a plusieurs millions d'individus qui eux autres sont conditionnés à soutenir l'Ukraine, puis éventuellement peut-être s'engager activement dans une guerre en sol ukrainien comme volontaire là, pour attaquer les Russes, ben c'est sûr ça peut faire partie de leur expérience, là. Donc, il y a des choses, parce qu'il y a des gens qui vont viser à changer des égrégores planétaires pour amener plus de paix. Bon, c'est une chose, mais moi, mon intérêt est plus au niveau individuel. Donc, par rapport à ma vie, sur quoi que j'ai du pouvoir d'agir, puis qu'est-ce que je peux faire concrètement dans la vie de tous les jours pour améliorer mon sort. C'est sûr que des gens vont dire « Ah, il y a des programmations, il y a ci, il y a le karma, il y a ci. » Le karma, ça a été intéressant l'entrevue que j'ai faite avec Berthold parce que il m'a amené à revisiter ce concept-là avec une autre compréhension, une autre lumière, puis à quelque part, dans un sens, le karma, c'est vrai que c'est un concept qui alourdit le mental. Et donc, c'est un concept que je donnais du crédit naturellement parce que j'ai trempé dans le nouvel âge, dans l'ésotérisme pendant plusieurs années, et puis même l'instruction supramentale, mais aujourd'hui, je suis comme détaché de toute cette notion-là de karma, qui implique la réincarnation de l'ego. Donc, être lié à des mémoires du passé, il faut se détacher de ça, puis il faut arrêter de se laisser être sous emprise de telles croyances qui peuvent être limitatives ou hypnotiques. Donc, sur ces considérations, je vais couper l'enregistrement. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez apprécié les différents enregistrements que j'ai mis au fil du temps en ligne, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés qui sont PayPal et Interac, dont vous allez les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Merci.